Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Salut! On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme la confiture. C'est une bonne façon de commencer la journée. Et on est encore à nouveau face à face, ça se libère de plus en plus. Pas de deuxième vague pour le moment. Voilà, on va peut-être même pouvoir aller boire une bière en terrasse après. Ah non, c'est dans Non, 2 pas, jours. toujours pas. Toujours pas, tant pis. Mais donc, de quoi allons-nous parler en face à face aujourd'hui, Guillaume? Alors, on va parler de deux grandes personnalités américaines. On va parler de Henry Lee Lucas et on va parler de Teddy Roosevelt. Et puis après, on aura deux petites anecdotes qui tourneront autour de la gueule de bois et autour des X-Men. Aucun lien. Ok, rien. Et donc, c'est toi qui commence. C'est ça, c'est moi qui commence et c'est moi qui commence par un jour de juin 1983. Alors, on est au Texas, à Stoneburg. Voilà, petite bourgade sympathique du Texas rural. Ouais, ça doit. Et on est à un moment pas très sympa puisqu'on est sur l'enquête sur la disparition d'une dame qui s'appelle Kate Rich, qui a 82 ans. Alors, les policiers du coin sont un peu sur les nerfs parce qu'il y a déjà eu une autre disparition, qui est celle de Frida Powell, qui se faisait appeler Becky Powell, qui elle a 15 ans. Et donc, le shérif va aller parler à le shérif qui s'appelle Phil... Ah non, c'est même pas un shérif, c'est un Texas Ranger. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Texas Ranger Phil Ryan qui va parler à Henry Lee Lucas, qui a 47 ans à l'époque. Et ce dernier, il va lui lâcher au détour de la conversation... Bon, moi je sais pas trop pour les meurtres. Bon, j'ai pas trop envie d'en dire trop parce que j'ai des charges de possession d'armes à feu qui sont retenues contre moi. Et donc le chef dit, bah du coup je vais t'arrêter. Parce que je t'ai pas parlé de meurtre, c'est ça? Non, parce que bah si t'as des charges qui pèsent contre toi, un mandat. Oui. Du coup, Aussi. je vais t'arrêter. Parce qu'il est venu l'interroger pour des disparitions. A priori. Exactement. D'accord. Et là, on parle de possession illégale d'armes à feu. Ok. Ce qui, au Texas, doit être compliqué. Parce que ça doit être dur d'en avoir illégalement. En fait, le truc, c'est surtout qu'il est plus ou moins lié aux deux personnes qui ont disparu. Il est lié à Kate Rich, parce qu'en fait, il est employé par sa famille pour s'occuper d'elle. Elle a 82 ans, elle est plus forcément en possession de tous ses moyens. Et il vit et est marié, alors j'ai pas compris si c'était officiellement ou si le couple disait à tout le monde qu'ils étaient mariés, avec Becky Powell. Bah, elle a 15 ans, t'as dit? Elle a 15 ans, ouais, et lui il en a 47. Oui. Non, mais je sais pas si Les t'as le droit années, de... les années 80, quoi. Ouais. Je sais pas si t'as le droit de te marier à 15 ans. Si, je crois qu'aux États-Unis, en fait, t'as plusieurs législations qui sont un peu, en ce moment, sous le feu de certains projecteurs, puisqu'il y a des États où tu peux te marier avant 12 ans avec l'autorisation de tes parents. Auquel cas, Voilà. t'es un bon parent, quoi, tu vois. Exactement. Donc, le Texas Ranger va le ramener, va l'interroger, et finalement, Henry Lee, il va finir par avouer les deux meurtres. Ok. Donc, on part de deux disparitions. Là, il va avouer les deux meurtres, et va faire plus que les avouer. C'est-à-dire qu'il va apporter des éléments matériels à l'enquête. Il va les amener notamment auprès d'un four, qui est dans sa petite cabane. Lui, il vit dans une sorte de petit cabanon, un petit rebut avec sa femme. De 15 ans. De 15 ans. Dans le four, il dit, bah voilà, c'est là que j'ai brûlé Kate Rich. Et en fait, on retrouvera des os humains à l'intérieur. Et après, il va les amener dans un champ. Et il va dire, bon, alors, c'est là qu'est enterré Becky. Enfin, il va dire, c'est là, et puis là, et puis là, et puis là. Et donc, on va retrouver, comme ça, des morceaux de corps humain démembrés un peu partout dans le champ. Alors, à l'époque, la technique ne permet pas forcément de dire si c'est vraiment Becky. Ah oui, ils ont pas encore des tests ADN ou Non. des trucs comme ça. Mais c'est quand même assez suffisant pour la culper des deux meurtres. Oui, je pense que quand t'as avoué déjà, de toute façon... Enfin, quoique... On en reparlera peut-être à un moment, mais là, en tout cas, il les amène à des cadavres, quoi. Bon. Oui. Déjà, je sais pas si c'est illégal de savoir où il y a des cadavres dans la nature. Bah, ça prouve que t'es à peu près au courant, au moins au courant de ce qui s'est passé, quoi. Ouais, c'est pas normal. Donc il est inculpé des deux meurtres. Ses confessions vont être, on va dire, un peu spéciales. Parce que non seulement il va confesser les questions de démembrement, il va aussi volontiers parler de nécrophilie. T'as un moment les flics qui disent non mais on vous a pas posé cette question. Non, mais arrêtez, pourquoi vous nous dites ça? Je peux pas savoir. Donc lui, il explique un peu avec les deux, hein. Oui, bah y a pas Tant qu'à faire. Voilà, il a des goûts assez éclectiques qui vont de 15 à 82 ans, c'est presque de 7 à 77 ans. Plus tard, bon, il va revenir sur ses aveux, mais bizarrement on le croit pas.
Oui. Non, finalement. On le croit pas. En prison, ça se passe pas très bien. Enfin, en tout cas, c'est ce que lui dit. Donc lui il va parler de torture, il va parler d'être tabassé, de mauvais traitements de la part et des gardes et des prisonniers. Oui. Pas forcément étonnant. Maintenant, on sait pas trop si c'est vrai ou pas. Toujours est-il qu'il va être présenté devant un tribunal, confronté aux preuves, à ses aveux, à sa rétractation. Il va être condamné pour les 2 meurtres à 2 fois la prison à vie. Au cas où. Au cas où. Alors, il a une réaction étrange. Parce que au moment où le juge lui dit Monsieur Lucas, vous êtes condamné pour le meurtre de ces 2 femmes, il dit ok, mais du coup on fait quoi des 100 autres? Des 100 autres? Voilà. Ok. Alors là je dis on va faire un petit cliffhanger et revenir sur un peu qui c'est cet Henry Lee Lucas. Ben oui. Parce que en fait rien ne le destinait à tuer des gens. Il a eu une enfance plutôt sympathique. Il est né le 23 août 1936 à Blacksburg en Virginie. Donc là, c'est vraiment aussi la Virginie hyper rurale. Hein. De manière générale, la Virginie, c'est un peu tout le temps rural. Hein. Voilà, et là, il vit pareil dans une sorte de... Pas de bidonville, parce que c'est pas des trucs collés les uns aux autres, mais bon, disons que... Ouais, voilà, 1936, quoi. Ouais. Son enfance, du coup, est pas hyper riche, mais il peut compter sur son père Anderson Lucas, qui, lui, a été cheminot, jusqu'à ce que des rails lui écrasent et lui broient les 2 jambes. Donc il est devenu alcoolique, il vend à peu près des crayons, il passe son temps à se faire ridiculiser par sa femme. Cool. Sa femme, Nellie Viola Dixon, donc qui elle, sur le côté distille illégalement de l'alcool, mais qui est surtout prostituée, qui ramène des clients à la maison. Hein. Bah, faut bien... Voilà, il faut bien bosser. Et qui va souvent travestir son fils. En petite fille, donc. En petite fille, on pense que c'est pour petit à petit l'amener pour continuer l'entreprise familiale. Le travestissement, à l'époque, c'est pas très bien vu, donc elle va être condamnée, notamment grâce au témoignage de Henry Lee. Bon, ça va pas trop lui plaire, hein. Et donc, quand il va rentrer, il est à 7 ans, à ce moment-là, elle va lui mettre une rouste. Une belle rouste. Une rouste où il finit avec 3 jours de coma. Ah oui, quand même. Il est quel âge, là? Là, il a 7 ans. Ah oui. 3 jours de coma et des dommages importants dans son lobe préfrontal. Ah, c'est pas bon, ça. Le lobe préfrontal, on le rappelle, qui est la partie qui contrôle les émotions, notamment. C'est pas bon du tout. Voilà, donc c'est pas terrible. À 10 ans, il se bat avec son frère. Il se fait blesser à l'œil, sa mère s'en fout, ça s'infecte, il perd son œil. Oui, bon. À 13 ans, son père meurt d'hypothermie. Sur le pas de la porte. En fait, il était bourré, il est tombé, il a été pris dans le blizzard, il a pas réussi à... Et puis comme il avait pas de jambes... Eh ben exactement. Où est-ce que t'as laissé ton paraplégique? C'est ça, là où tu l'as laissé. Ben là, en l'occurrence, ils l'ont laissé devant la porte dans le blizzard, et donc il meurt d'hypothermie. Ce qui est peut-être pas la plus belle mort possible. Non. À ce moment-là, notre jeune Henry Lee, qui continue son enfance idyllique, bah, il se retrouve un peu livré à lui-même, et il va commencer à voler des animaux, notamment pour se nourrir. Puis pour satisfaire ses pulsions sexuelles. Oui. Il va commencer à faire des cambriolages. Il va aussi exercer des violences sexuelles sur ses frères et sœurs. Il en a combien, des frères et sœurs? Alors je sais plus, il a au moins un frère et une sœur. Je sais plus exactement. Plus petit, sachant que sa mère, avant, avait eu 7 enfants d'un précédent mariage. Ah bah disons... Oui, bah... Elle travaille. Elle travaille, voilà. Avec tout ça, tous ces cambriolages, le 10 juin 54, il est condamné à 5 ans de prison. Donc là, il a 18 ans. Donc là, il a 18 ans, exactement. Il va s'évader, mais il va être repris en 3 jours. Donc finalement, il va pouvoir sortir en septembre 59. Le 11 janvier 1960, il va s'engueuler avec sa mère. Parce que elle lui dit, bah écoute, moi je deviens vieille, donc il va falloir que tu t'occupes de moi. Lui dit, oh... Je sais pas... Je sais pas trop... Elle le frappe, il la tue. Bref. Légitime défense. Légitime défense. C'est pas tout à fait ce que va dire la justice. Oui. Puisque il est condamné à entre 20 et 40 ans de prison. Ah ouais? Donc ça en 59? En 60, ouais. 60, ouais. En 60. Il va sortir au bout de 10 ans. Parce qu'il y a des problèmes de surpopulation carcérale. Et qu'on se dit que bon, le mec qui a tué sa mère... ouais, bon. Ça va, c'est pas un danger pour la société, quoi. Ça fait que 2 fois qu'il est en prison, bon. Vaut mieux qu'on regarde le mec qui deal de la weed. Exactement, le mec qui a téléchargé Droit Soleil. Bon, à partir de là, il va devenir vagabond. Il va être
arrêté en 71 pour tentative de kidnapping sur 3 écolières. Donc là, il va prendre 3 ans de prison. Toi, c'est pas cher payé. 4 ans de prison, pardon. En même temps, c'est juste une tentative pour le coup. Ouais, il est pas réussi. En 75, il va rencontrer un personnage qui s'appelle Otis Toole, qui se trouve être l'oncle de Becky Powell. Otis Toole qui, au moment où on parle, là, en 83, est lui en prison parce qu'il a brûlé un homme de 63 ans dans sa maison. Légitime défense. Sûrement. Je pense. Sûrement. Et donc, qui sera lui aussi inculpé de plusieurs meurtres. On en reparlera après. Donc, on en était à qu'est-ce qu'on fait des 100 d'autres. Parce que, en fait, avant d'avoir parlé au juge, il a déjà avoué 28 meurtres. Aux flics. Aux flics. Ouais. Et en fait, pas que localement, mais un peu partout dans le pays. Et il va commencer à expliquer ce que sont ces meurtres. Il va décrire les victimes, il va décrire la façon dont ça s'est passé, etc. Donc, ce qui va se passer, c'est que le shérif Bothwell, à l'époque, qui est le shérif du comté où tout ça se passe, il va former une sorte de task force. Et une task force qui va être un peu spéciale parce qu'en fait, le but, ça va pas être vraiment d'enquêter sur les aveux de Lucas, mais plutôt d'organiser les multiples enquêtes sur les aveux. Et en fait, il va coordonner les gens qui viennent parce que en fait, le total des aveux commence à augmenter. Qu'il a plus assez de mecs pour aller déterrer les corps. C'est ça, c'est-à-dire qu'on va arriver assez vite à 213 femmes. 213 femmes, donc il va continuer à parler de nécrophilie, il va parler de cannibalisme aussi. Oui, bon. Et en gros, ce qu'il dit, c'est que à peu près n'importe quelle façon dont on peut penser tuer quelqu'un, il l'a fait. On dirait la règle de l'internet. Oui, c'est un peu ça. C'est la règle d'Aurélie Lucas. Voilà, poison, étranglement, arme à feu, voiture, enfin bref, il a à peu près tout fait. Et donc en fait, les policiers qui commencent à venir le voir de tout le pays. En se disant, mais attends, moi j'ai quelqu'un, c'est le Francis Holm de l'époque, quoi. C'est, moi j'ai quelqu'un qui est mort, une mort violente, dis-moi, ce serait pas toi, quoi. Et donc, il va falloir un peu faire la queue. La task force va organiser un peu la façon dont tous ces gens vont venir. Ce qui est assez dingue, c'est que à chaque fois, il va avouer beaucoup de meurtres et donner à chaque fois des détails assez précis sur la façon dont ça s'est passé. Alors que tu te dis, bon, il a tué 200 personnes. Je veux bien que les 2-3 premières personnes que tu tues, ça te marque un peu. Mais après, c'est comme le McDo, quoi. Voilà. Au bout d'un moment, bon. Tu vois, moi je me souviens pas forcément des 40 épisodes qu'on a enregistrés. Non, c'est vrai que de temps en temps. Donc 213, je sais pas si ça m'aurait marqué autant. On va assez vite confirmer 199 meurtres. Oh la vache. Donc ils vont être confirmés dans 29 états différents. Ils se baladent. En même temps, quand ton métier c'est vagabond. Oui, c'est plus pratique. Bon, pour ça, il va être condamné à la prison à vie une dizaine de fois, à peu près. Et vient un cas texan qui est le cas qu'on appelle Orange Socks. Donc les chaussettes oranges. Pourquoi on l'appelle comme ça ? Parce que c'est le cadavre d'une femme qu'on a retrouvé avec juste des chaussettes. Le reste du temps, elle était nue à côté d'une autoroute. On ne sait pas qui c'est, on ne connaît pas son nom. De mémoire, c'est Debra Jackson. On le saura beaucoup, beaucoup plus tard, en fait, avec des tests ADN. Mais à l'époque, on ne connaît pas son nom, mais lui, il va décrire assez bien la façon dont elle est morte, la façon dont, les lieux où on a retrouvé le cadavre. Donc il va raconter comme d'habitude, le viol, la nécrophilie, tout ça. Et donc là, 84, nouveau procès au Texas, et là, il est condamné à mort. C'est étonnant qu'il n'ait pas été condamné à mort avant, parce qu'à un moment donné, au bout de la 25e condamnation à perpétuité, tu te dis que... En fait, la condamnation à mort arrête pas tout le travail qu'il est en train de faire. Oui. Parce que la task force, elle continue. Et ça continue, en fait, à défiler dans le bureau. Finalement, lui, il va continuer à avouer et il va revendiquer environ 3000 morts. 3000 3000, ouais. À côté de ça, il y a son pote, Otis Toole, qui est impliqué sur 65 morts où ils disent qu'ils les ont fait à deux. Les deux sont assez d'accord sur le déroulé des faits. Et là, on est à un moment où, en fait, l'attention médiatique commence à s'emballer. Mais tu m'étonnes, mais attends, 3000 morts. Ah oui, c'est beaucoup. Mais c'est-à-dire que même un par jour, ça fait qu'il faut que tu tues des gens pendant 10 ans tous les jours. Il y a quand même un beau gap, il a 50 ans. Ouais, d'accord, mais il a passé beaucoup de temps en prison quand même. Oui, c'est vrai. Là, c'est vraiment... Enfin, tu vois, on commence à le traballer sur les lieux du crime. Il prend l'avion pour la première fois, par exemple, pour aller auprès d'une ferme, je crois. Les policiers, enfin là, c'est vraiment la queue. C'est un peu... C'est la mine d'or des... Ah ouais, c'est... des cold case. C'est un peu la mine d'or. Et en fait, on commence à avoir quelques soupçons.
Parce qu'on se rend compte qu'il y a quelques confessions qui matchent pas tout à fait. Mhm. Il y a un journaliste qui exprime un peu les doutes que tu avais et qui commence à regarder un peu ce que ça signifie, tous ces meurtres. Par exemple, il voit que pour faire ces meurtres, en un mois, il a parcouru 18 000 kilomètres en voiture, avec une vieille voiture. Alors les flics disent, oui, mais faire de la voiture, c'est ce qu'il aime bien. Quand il tue pas quelqu'un, il conduit. Bon, voilà. Et notamment, la police va accepter complètement ses aveux pour un cas qui se passe le 12 septembre 81, alors qu'il était en prison. Oui. Un autre, lui, il était dans une ferme de champignons en Pennsylvanie, parce qu'il n'y a pas de sous-métier. Mhm. Et il avoue un meurtre au Texas, alors que le jour même, il a tamponné, enfin oui, il a poinçonné. Il a pointé, voilà, dans sa ferme de champignons en Pennsylvanie. Peut-être qu'il conduit très vite. Les gens commencent à se poser un peu des questions, et on se rend compte que, en fait, lui, il était capable de donner beaucoup de détails sur les meurtres et des détails, comme on dit, les détails que seul le meurtrier peut connaître. Mm-hmm. Sauf que on se rend compte que ces détails que seul le meurtrier peut commettre, bah, finalement, ils sont pas toujours vrais. Ils sont pas toujours vrais, notamment, il y a le cas où il décrit le meurtre d'une femme, où il décrit un pendentif qu'elle porte, et en fait, plusieurs mois après, la famille va retrouver ce pendentif dans le coffre à bijoux de la femme. Ouais. Alors que eux, en fait, ils avaient dit à la police, mais elle portait ce pendentif. Ouais, d'accord. Donc, elle pouvait pas le porter pendant le... Elle pouvait pas le porter pendant le meurtre. Mais la police pensait qu'elle le portait. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que Henry Lucas, il a accès au dossier de la police. Quand on lui présente un cas, en général, il a accès avant au dossier de la police, il les lit, et il se trouve qu'il a une mémoire assez dingue. Il a une mémoire photographique assez dingue. Un QI de 87. Il est con comme une chaise, il est pas très très intelligent. Et voir les photos, c'est vraiment le vagabond un peu niais. Ouais, c'est un redneck, quoi. Ben ouais, mais il est tout maigre, il est chevelé, bon, il a un œil de verre. C'est pas une personne très très jolie à voir déjà. Mais en fait, on se rend compte que finalement, est-ce qu'il a vraiment tué toutes ces personnes ? Ouais. Et l'autre question, c'est, en fait, pourquoi est-ce que les gens acceptent ces aveux comme ça ? Parce que, finalement, pour les policiers qui travaillent sur le cas, c'est très bien. Eux, case closed, un cas élucidé, c'est très bien dans un contexte où les policiers, ils ont aussi une sorte de besoin d'efficacité parce que ils sont élus. Oui, c'est vrai que les shérifs sont élus aux États-Unis. Et de la même façon, pour la task force, eux, ils deviennent célèbres dans toutes... Dans tous les États-Unis. Enfin, il y a des articles de journaux. C'est un truc de dingue. Tu m'étonnes, 3000 morts. C'est un peu les héros de Cold Case. Ouais, la c'est série, ça. Quoi. Eux, ils résolvent les meurtres à l'appel. Donc pour eux, en fait, tu comprends. La question, c'est qu'est-ce qui se passe du côté d'Henry Lee Lucas ? Alors, bon, déjà, ce qu'on disait, c'est que c'est pas quelqu'un de... Enfin, il n'a pas été à Harvard. Il a un QI de 87. Alors, le QI, ça veut pas tout dire. C'est une mesure qui a ses défauts, mais bon. Ouais, ça donne quand même une tendance, quoi. Ça donne une tendance. C'est pas quelqu'un qui a eu beaucoup d'attention dans sa jeunesse. Dans sa jeunesse. On pourrait peut-être même dire que c'est quelqu'un qui a été littéralement bercé trop près du mur. Exactement. Et donc, lui, en fait, avec tout ça, ce qu'il reçoit, c'est de l'attention. Et il reçoit même plus que de l'attention parce que, en fait, il est un peu récompensé. À chaque fois qu'il fait un aveu, on lui apporte un milkshake à la fraise. Et si tu veux, dans la prison, certes, il est en prison, mais déjà, il est dans ce qu'on appelle les jails. Donc, c'est différent, en fait, aux États-Unis. Les jails, globalement, c'est la prison de Lucky Luke, la petite baraque avec 2 cellules. Et puis, t'as le Folsom, les grands pénitenciers, machin. Lui, il est plutôt dans la petite prison. Et il reste là tout le temps que la task force continue. Et c'est une petite prison dans laquelle, en fait, il a plein de liberté. Comment ça ? Parce qu'en fait, il travaille pendant des années avec les flics, donc finalement... en fait, il est jamais en cellule. En fait, la nuit, quoi. Ouais, c'est ça. À part la nuit, il est hyper bien traité, on lui file des cigarettes autant qu'il veut. Enfin, finalement, lui, il est content. Il a hacké le système un peu. Je pense même pas qu'il ait hacké le système volontairement. C'est juste qu'il se trouve dans un endroit où pour la première fois, on fait attention à lui, on l'écoute, on lui fait des cadeaux. C'est vrai. Bon, il est quand même condamné à mort, hein. Oui. Mais en fait, son avocat va plaider l'erreur en montrant qu'il a eu accès. Mais comment il a eu accès à ces fichiers ? Parce qu'en fait, c'est les flics lui laissaient accès.
Sérieux? Bah, en fait, les flics lui laissaient accès. Lui qui a une mémoire photographique, après il était capable juste comme ça en disant bah voilà, je peux vous retracer je peux vous faire un dessin du lieu du crime. Et les flics étaient oh mais comment c'est possible, il y a qu'une personne qui est allée sur les lieux qui est capable de dire bah en fait non. Oui, il y a aussi quelqu'un qui a enregistré ce qu'il a vu de l'autre côté de la table quoi. Exactement. C'est si marquant que à l'époque, sa peine de mort est commuée en peine de prison à vie. Bon, il en avait déjà 2. Par George Bush au Texas. Ah, C'est George W. Bush. Ouais, George W. Bush. Non, George H.W. Enfin, George le père. Ouais. Puisque c'est en... Ah non, c'est W, ouais. C'est puisqu'on est en 98. Ouais, parce Ils ont été tous les deux gouverneurs du Texas, mais en fait, c'est beaucoup plus tard. C'est en 98 que sa peine va être commuée. Alors, c'est les États-Unis, hein. Ça va être commué en prison à vie, un vendredi, alors qu'il doit être exécuté le mardi. Enfin, tu vois... Après, 20 000 il n'a pas dû en recours. commuer beaucoup, George W. Bush. Alors, de mémoire, c'est la seule, mais je voudrais pas dire de bêtises. Ça prouve un peu que finalement, il y a quand même pas mal de doutes autour des autres confessions qu'il a pu faire. Mhm. Un autre fait assez sympathique, c'est qu'il y a Becky Powell qui refait surface. Becky Powell, sa femme. Sa femme de 15 ans, oui. Qui a plus 15 ans, du coup. Bah, qui a plus 15 ans. Mais elle refait surface, elle dit, non, mais, non, il devrait même pas être en prison, je suis vivante. Il m'a pas mangé, il m'a pas tué. Exactement. Bon, il se trouve que, en fait, c'est une admiratrice de Lucas qui ment. En fait, elle a 37 ans. Non, mais enfin voilà, c'est une femme qui est tombée amoureuse de lui en le voyant à la télé, je crois, ou en lui écrivant en prison. Il y en a plein comme ça. Oui, c'est très souvent. Ouais. Je sais pas pourquoi. Finalement, lui, il va mourir en prison le 12 mars 2001 d'une crise cardiaque. L'ADN, plus tard, va l'innocenter d'une vingtaine de cas. Sur 3000 ? Sur 3000. Mais en fait, finalement, ces 3000... il n'y a pas beaucoup de preuves. On est à peu près sûr de meurtres faits par Lucas. En fait, c'est 3 meurtres. Ouais, sa femme, la vieille. Sa femme, la vieille, et sa mère. Oui. Voilà, faut pas l'oublier. Le reste, on n'en sait rien. Et il y a de fortes chances pour que ce soit que de l'affabulation. Et ça va poser des problèmes. Bah, notamment tous ces cas qui ont été clos après les confessions. Toutes ces familles qui se sont dit super, on peut faire le deuil maintenant. Exactement, ces familles qui sont baladées pendant leur deuil, au point même que, à un moment, quand sa peine va être commuée en peine de prison à vie, il va y avoir des manifestations de familles qui disent mais attendez, il a tué notre enfant. Et parmi ces familles qui protestent, certaines apprendront plus tard que l'ADN l'innocente complètement. Pour ces familles, c'est quelque chose d'horrible. Ouais, ça doit être. Ce qui veut dire aussi qu'on a quelques tueurs qui courent toujours. Aussi, ouais. Mais un peu plus largement, si on y réfléchit, ça pose quand même le problème de la place des aveux au sein du système judiciaire. Parce que les aveux, c'est un peu la reine des preuves. Alors, on a déjà dit ça sur l'ADN, mais finalement... Ouais, mais c'est encore pire. C'est vrai que si un mec te dit j'ai fait ça, bon, bah, ok, tu le crois. Oui, voilà. Et même quand ils sont pas extorqués. J'ai lu un article de 2009 qui dit que sur les innocents qui ont été disculpés par des preuves, des preuves matérielles, il y en a entre 20 et 25% qui avaient avoué les crimes. C'est un peu comme dans Making a Murderer, là. C'est un peu exactement. Alors, dans Making a Murderer, par exemple, c'est pas de l'extorsion pure et simple, mais on pousse des aveux qui sont... Sur un type qui doit pas avoir beaucoup plus de 87 de QI. Exactement. Et qui se demande s'il peut aller voir WrestleMania après l'interrogatoire, après qu'il ait avoué un meurtre et un viol. C'est l'exemple aussi de Patrick Dills en France, qui prend 15 ans de prison, enfin qui fera 15 ans en prison pour 2 infanticides. Et en fait, bon, a priori, c'est Francis Holm. Pour le coup. En fait, il y a plusieurs facteurs qui peuvent rentrer en compte. Il y a des questions de mythomanie et de troubles de la personnalité. Il y a des questions aussi, soit de besoin de plaire, soit de croire qu'on va en finir, en fait. Il y a des gens qui avouent en se disant bon, je vais avouer, ils vont me lâcher, je vais sortir de cet interrogatoire et après, en fait, j'aurai tout le temps pendant le procès pour prouver que en fait, non. Ouais, sauf que, en fait, une fois que t'as avoué, la machine se met en marche et ça devient de plus en plus compliqué. T'as aussi des gens qui sont susceptibles à ce qu'on appelle des faux souvenirs. Ouais. Et qui finissent même par complètement devenir paranoïaques et ne plus croire leur mémoire.
Ouais. Et de devenir persuadés qu'ils ont fait quelque chose qu'ils n'ont matériellement pas pu faire. Donc c'est un vrai souci. Et il y a même une étude qui montre que, en fait, t'as des méthodes d'interrogatoire qu'il faut vraiment changer, ou en tout cas faire très attention, parce qu'elles donnent des opportunités très grandes de créer des faux aveux. Des méthodes qui sont enseignées, genre Oui, mais qui sont enseignées. Alors notamment, il y a le fait de embellir la vérité pour pousser aux aveux. Par exemple. Par exemple, dire que t'as des preuves. Ouais. Bluffer, quoi. Oui, c'est ça. J'ai lu une étude où on prenait des étudiants et on leur faisait croire, on essayait de leur tirer des aveux sur un truc banal, et quand on disait non mais on a la preuve formelle que c'est toi qui l'as fait, il y a, je crois que c'était autour de 30% de gens qui passaient aux aveux, de choses qu'ils n'avaient pas fait. Ça fait un peu, tu sais, les parents qui vont voir leur gosse et tout. Qu'est-ce que t'as fait sans savoir s'ils ont fait quelque chose de mal, et du coup le gosse qui avoue tout ce qu'il a fait, quoi. Ce proverbe horrible qui est bat ta femme tous les jours. Si tu sais pas pourquoi, elle le sait. Ouais. Voilà. Ne faites pas ça chez vous. Non. Ni sur vos enfants d'ailleurs. Oui, voilà. Pas. Après, ça en fait des gens un peu bizarres. Ouais. Et donc, ça pose vraiment le problème à la fois de la vigilance des policiers sur la façon dont ils conduisent les interrogatoires, sur le fait de vérifier les aveux quand même, et aussi la vigilance judiciaire, parce que on n'apprend pas forcément aux jurés ou aux gens de prendre les aveux avec des pincettes. Oui, a priori. On a par exemple une étude de 2019 qui conclut au fait que aujourd'hui, on n'a pas de méthode fiable pour savoir si un aveu est vrai ou pas. Même avec les détecteurs de mensonges, trucs comme ça. Alors le détecteur de mensonges, c'est complètement bullshit, hein. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de méthode fiable. À part vérifier scrupuleusement tous les éléments matériels, tu peux pas savoir si quelqu'un fait des aveux, des vrais aveux ou pas. D'accord. Et c'est même vrai au niveau des experts. Quand on fait des entretiens avec des experts, ils sont pas beaucoup plus au courant de ces problèmes-là que la moyenne des gens qui font le même métier. Tu veux dire des experts, quand on nomme un expert médical, par Exactement. exemple, dans une affaire de type qui s'est pris un genou trop longtemps sur la gorge? Par exemple. Alors là, on parle plutôt d'experts psychologiques dans le cadre des aveux. D'accord. Mais ces gens-là sont en fait pas forcément non plus formés pour reconnaître et pour alerter sur la possibilité des faux aveux. Donc, derrière ce cas, qui est un peu paroxystique, on va dire, moi, je trouvais ça important de rappeler aux gens que c'est pas parce que quelqu'un a avoué quelque chose qu'il est forcément coupable. Oui, puis ça, j'allais dire tout à l'heure, c'est pour la même raison que la torture est inefficace. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où les types vont t'avouer n'importe quoi juste pour que t'arrêtes de les torturer, quoi. C'est ça. Et là, même si c'est pas forcément de la torture, pour certaines personnes, être interrogé pendant 3 heures par 2 flics qui te gueulent dessus, ça suffit pour les faire craquer, quoi. C'est ça. Donc si ça vous intéresse, Netflix a fait une très belle mini-série sur le cas d'Henry Lee Lucas, avec des entretiens avec lui, enfin voilà. Ah, donc on peut vérifier en vrai à quoi il ressemble et... Oui, et comment il parle et à quel point il fait peur ou pas. Bah, comme les mecs de Making a Murderer, en fait. Exactement. Parce que, alors, à part le mec principal, parce que lui, il avoue pas, je crois. Non. Mais son neveu, là... Brendan Daisy, oui, lui, c'est typiquement un beau cas, enfin, je pense, à mon avis, d'erreur judiciaire. A priori... J'ai pas regardé la 2e saison, je sais pas ce qui lui arrive. Bah, pas grand-chose. Il reste en taux. Oui, c'est ça. Merde. Voilà, spoiler alerte. Spoiler alerte. Divulgachage alerte. Divulgachage sur l'audio à la demande. S'il te plaît, on parle bien français. Bon, exactement. Mais on parle bien français, mais on reste aux États-Unis, si j'ai bien compris. C'est ça. On va continuer à parler d'américain, parce qu'on va parler de Theodore Roosevelt. Ouais. Parce qu'en fait, alors toi tu le sais, puisque tu l'as aussi téléchargé, depuis quelques jours, Epic Games proposait Civilization 6 gratuitement. Les fous. Les fous. Au plein confinement, ceci dit, enfin plus chez nous, mais aux États-Unis, oui, c'était sympa. Bon, il se trouve que moi, Civilization, c'est un de mes tout premiers jeux auxquels j'ai joué. Je crois que j'ai joué à tous les trucs. Et donc, j'ai mis le doigt dedans. Voilà. Et on a failli pas enregistrer à cause de ce truc-là, parce que j'ai perdu beaucoup de temps cette semaine. Mais t'as réussi à en faire quelque chose de productif. Oui. Alors en fait, j'ai commencé par jouer notre empire préféré. J'ai joué les Sith. Oui. On peut jouer les Sith. Et puis, dans la grande tradition d'exactitude historique des jeux Civilization, après quelques tours,
j'ai dû envoyer mes archers montessites contre les Tank. murailles antiques de Boston. Ah, J'étais juste à côté. Boston, ville américaine. Et dans Civilisation, le leader des Américains, c'est Theodore Roosevelt. Et ça m'a rappelé qu'à l'époque où j'avais parlé des présidents fous, il en fait un peu partie, j'avais dit qu'il y avait de quoi faire un épisode entier sur Theodore Roosevelt. En fait, je pense qu'il y aurait même eu de quoi en faire un petit peu plus qu'un épisode entier. Je vais essayer de ne pas y passer 2 heures. On va voir. Donc, Theodore Roosevelt. On l'avait dit la dernière fois, il a été diagnostiqué a posteriori bipolaire de type 1, c'est-à-dire maniaque. D'accord. Avant d'appeler ça bipolaire, on appelait ça maniaco-dépressif. Oui. Les bipolaires sont des gens qui passent de phase maniaque à phase dépressive. De type 1, c'est surtout maniaque et un peu dépressif. De type 2, surtout dépressif, un peu maniaque. D'accord. On verra qu'il est très 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 maniaque. Et pas trop dépressif. Un peu, de temps en temps. Un peu, d'accord. Mais ça dure jamais très longtemps. Parce qu'enfin, très maniaque au sens, pas au sens toc, hein, maniaque au sens, je fais 30 000 trucs à la fois, quoi. Et je m'arrête jamais, parce que si je m'arrête, je meurs, quoi, plus ou moins. Donc, Theodore Roosevelt Jr., parce que son père s'appelle aussi Theodore Roosevelt, est né le 27 octobre 1858 à New York. D'accord. Donc, de Theodore Roosevelt Sr., businessman multimillionnaire, c'est un des fondateurs du Metropolitan Museum de New York. Ok. Et de Martha Bullock, qui est la fille d'un riche planteur de Géorgie. La mère de Sandra? Non, ça s'écrit pas pareil. A priori, on pense que c'est elle qui a inspiré Scarlett O'Hara. D'accord. Autant en emporte le vent. D'accord, donc lui, pareil, il n'a pas eu une enfance facile. Ah non, clairement pas. Et puis, Martha, au moment où elle se marie avec Theodore Roosevelt Sr., en fait, c'est une mondaine à New York, quoi. Ça fait longtemps qu'elle est plus en Géorgie. Le grand-père de Roosevelt, Cornelius von Schack Roosevelt, c'est un des 5 hommes les plus riches de New York au 19e siècle. Oui, ce qui en fait pas loin d'être... Un des 5 hommes les plus riches du monde, oui. A priori. A priori. Ouais, donc une enfance assez difficile. Il est né dans ce qu'on peut appeler un bidonville. Bon, oui, c'est ça, lui aussi. Un manoir sur la 57e rue, mais bon, c'est potato, quoi. On se rend compte pas assez des difficultés d'être riche. Ouais, on en a parlé la dernière fois avec Sénèque. Il commence mal dans la vie, Théodore. Bon, et en plus, il est asthmatique, comme Sénèque, tiens d'ailleurs. Mais il est asthmatique et donc il est un peu frêle dans sa jeunesse. Il va pas à l'école, hein, c'est l'école qui vient à lui. Parce que bon, quand on a les moyens, on fait venir des profs particuliers. Non, mais c'est surtout parce qu'il est asthmatique. Oui, bah ouais, ça serait dommage que... Voilà. Bon, dans sa jeunesse, il assistera au cortège funèbre d'Abraham Lincoln, hein, parce que c'est à peu près à ce moment-là. Le train? Ah non, à New York, depuis le manoir de son grand-père. Ouais, mais il n'y a pas une histoire de train qui balade le cadavre de Lincoln un peu partout dans les États-Unis? Si, il doit passer à New York à un moment. Oui, j'imagine. En tout cas, il y a le cortège qui passe donc, sur Broadway, je suppose. Enfin, et depuis le manoir de son grand-père, il peut voir ça le touche profondément. Quand il a 7 ans, sur un marché, il découvre une tête de phoque. Il demande à ce qu'on achète la tête de phoque parce qu'il veut l'empailler. Parce que... Normal, à 7 ans. Normal, à 7 ans. Alors, pas parce qu'il aime torturer les animaux, mais parce qu'il est déjà fan d'animaux. Parce que donc, toute l'année, il vit à New York, dans le manoir familial, mais l'été, il va à Upstate New York. Dans les Hamptons ou un truc comme ça. Sur les bords de l'Hudson, dans des espèces de manoirs incroyables, machin. Et il passe ses étés dans la nature. Et il se passionne pour l'ornithologie, les insectes, la nature de manière générale. Et ça va lui rester toute sa vie. Et donc là, sa tête de phoque, c'est le premier animal qui va empailler, qui va apprendre la taxidermie. C'est un peu le début de sa vocation pour la nature. D'accord. Avec une tête de phoque. Bon. C'est mignon, une tête de phoque. C'est joli, un phoque, ouais, ceci dit. Alors, bon, une tête de phoque mort. Peut-être un peu moins. Je sais pas pourquoi le vendeur vendait des têtes de phoque. Bah, il devait vendre le reste du phoque. Il restait plus que la tête, je suppose. Peut-être. Je ne sais pas. À 11 ans, ses parents se disent qu'il faut qu'il voit un peu d'air. L'air de New York est un peu vicié, c'est peut-être pour ça qu'il est asthmatique. Donc hop, voyage familial, on emmène tout le monde en Europe, en Égypte. Pendant 2 ans, on fait le tour comme ça. Et dans les Alpes, il se rend compte que déjà, l'air de la montagne, ça lui fait bien. Oui. Et qu'à force de faire du tourisme et de marcher et tout, il a commencé à se développer un petit peu et il arrive à tenir le rythme de son père. Et son père lui dit, mais c'est pas parce que t'es asthmatique que tu peux pas arriver à faire des trucs. Il suffit que tu te renforces. C'est dans la tête, tout ça. C'est un peu dans la tête, ouais. Donc, fais du sport et puis ça ira mieux. Théodore a dit, ok. Donc, quand il rentre, il se met à faire du sport tout le temps. Il se prend un petit peu une branlée par des jeunes un peu plus vieux que lui dans une espèce de colonie de vacances. Pour riches.
pour riche. Hein. Du coup, il décide d'apprendre la boxe. Ça va lui rester, on va en reparler. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va vraiment devenir un homme d'action. Parce qu'il va faire tous les sports possibles et imaginables. Il va faire du sport tous les jours, même quand il sera président plus tard. Une sorte de Richard Branson. Ouais, presque. Aventurier. Non, plutôt sportif qu'aventurier. Pour l'instant, sportif. On verra après les aventures. Bref, à 18 ans, il rentre à Harvard. Il a déjà publié un petit peu dans des magazines d'ornithologie, mais bon... Donc lui, avant Lucas, quoi. Puisqu'on parlait de Henry Lucas et de sa jeunesse à Harvard. Oui, un petit peu avant. 18 ans, quoi, bon. À Harvard, il va rencontrer sa première femme, Alice, qui est une fille de banquière, hein, parce que bon... Oui. Faut pas non plus prendre n'importe qui. Et puis, après avoir passé son diplôme à Harvard, il va rentrer à l'école de droit de Columbia. Ok. Parce qu'il se dit que pourquoi pas. Oui, c'est toujours bien de connaître un petit peu son droit. Voilà. Sauf que son père meurt en 1878, donc à peu près vers la fin d'Harvard. Ça le touche un petit peu, il a un petit coup de déprime. Puis bon, comme il hérite de 125 000 $ de l'époque, c'est-à-dire 3,3 millions de dollars de maintenant, bon bah ça va. La déprime passe un peu. La déprime passe plus vite. Mais pour passer la déprime, il va suivre les pas de son père. Son père était un républicain, c'était un petit peu... Bon, c'est un notable de New York, hein, le mec, il a fondé le Metropolitan Museum. Alors, républicain à l'époque, c'est pas républicain maintenant. Hein. On va le voir. On va le voir à quel point ça a changé le parti républicain. Lincoln était républicain. Voilà. Mais c'est c'est le parti de Lincoln. En pratique, le père de Roosevelt, c'était un peu un pote de Lincoln. Donc il rentre au parti républicain et il se met à faire de la politique. Ce qui fait que, en fait, quand il est à Columbia... Tu veux dire un riche héritier qui commence à faire de la politique? C'est ça. Ça a mal tourné des fois. À New York? Peu. Mais c'est un peu ça. Bon, ce qui fait qu'en fait, à Columbia, il va pas beaucoup étudier le droit. Surtout qu'il est en train d'écrire un bouquin sur la guerre de 1812, parce que ça le passionne. Voilà. Parce que... On a les passions qu'on peut. Voilà, parce qu'il est maniaque, de toute façon. La guerre de 1812 et tête de phoque. Alors, la guerre de 1812, c'est une petite guerre entre la Grande-Bretagne et les États-Unis pendant la guerre napoléonienne. Bon, surtout des batailles navales. On va voir que ça va l'influencer après. Mais c'est pas là où ils ont brûlé la Maison Blanche. Si, ils ont quand même brûlé la Maison Blanche à un moment donné, mais c'était. Mais c'est mieux de dire que c'est les Canadiens. Oui. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est les troupes canadiennes. Mais rappeler aux Américains que les Canadiens ont brûlé la Maison Blanche, ça fait toujours un petit peu de baume au cœur. C'est vrai. Mais la plupart des batailles étaient des batailles navales, en fait, et c'est là-dessus qu'il s'est concentré. Et il va tirer de ses recherches et du bouquin qu'il va publier. Hein. C'est un bouquin qui est assez respecté. En fait, à partir de ce moment-là, Theodore Roosevelt, on se dit, c'est un historien. Il a 21 ans, quoi pas précoce, mais historien. Et ça va lui rester, ces histoires de bataille navale. Il se dit, en fait, pour être puissant, il faut avoir une marine puissante. On verra comment ça va lui rester. Comme au Front National. Enfin, bref. En 1882, donc il est toujours à l'école de droit, hein, il n'est pas encore diplômé, mais il est élu au Congrès de l'État de New York. Du coup, il abandonne ses études. Hein. Oui. Il va dire, j'avais l'intention de faire partie de la classe de gouvernants. Ce que moi je comprends, c'est qu'il veut engager des avocats, mais il veut pas être avocat. Il est venu pour donner des ordres. Ouais, je pense que de toute façon, prendre des ordres, c'est pas trop son truc. Bref, donc il est élu en 1882, il a 24 ans, hein. C'est déjà pas mal. Bon, le congrès de New York, c'est pas le congrès des États-Unis, mais c'est déjà ça. Il va commencer par se battre contre la corruption, si bien qu'il est réélu en 83 et en 84. Il va devenir chef du groupe républicain à l'Assemblée de New York. Alors la minorité, hein, parce que le gouverneur est démocrate. Bref, il va... Alors j'ai lu qu'il avait écrit plus de lois que tous les autres représentants à l'époque. D'accord. Ça c'est une source officielle ou c'est lui qui le dit? Je pense que c'est un peu des deux. D'accord. Mais je pense que c'est assez vite vérifiable et c'est fort probable, en fait. Oui. Vu sa capacité de travail, c'est fort probable. Sauf que le 14 mai 1884, 2 jours après la naissance de sa première fille, sa mère meurt du typhus. Ouais. Et quelques heures plus tard, sa femme meurt d'une insuffisance rénale. D'accord. Ah oui, pas terrible l'aller-retour, quoi. Ouais, dans la même maison, hein. Elles sont dans le manoir, quoi. Oui. Les deux meurent coup sur coup. Là, il prend un petit coup quand même. Il prend un petit coup au moral, Theodore Roosevelt. Bon, il va rester sur la côte Est le temps de participer à l'élection présidentielle de 1884, parce que faut pas se laisser abattre, hein. Tant que tu travailles, t'as pas le temps de déprimer. C'est ça. Donc tu noies ton chagrin dans le travail. C'est un peu ça. Donc il va participer pour le Parti républicain, hein, il va donner des discours, des trucs comme ça.
Mais le mec sur qui il a parié pendant les primaires n'est pas celui qui est désigné pour être le candidat. Du coup, il est un peu vexé et il va tout quitter pour partir dans le Dakota. D'accord. En fait, il a découvert le Dakota en 1883, il a trouvé ça, en étant en vacances, il a trouvé ça cool d'être cow-boy et tout, ça a l'air sympa, il se dit, allez hop, vous me faites chier, je me barre, je vais devenir cow-boy. On dit que c'est pour se remettre de la mort de sa femme et de sa mère et qu'il a été simple cow-boy pendant 2 ans. C'est pas tout à fait vrai. D'accord. En fait, il va investir $80 000 dans un ranch parce que le Dakota à l'époque, c'est pas un État, c'est le territoire du Dakota. Oui. C'est encore la frontière, quoi. C'est Red Dead Redemption, si on veut, quoi. Oui, c'est le Far West. Ouais, c'est le Far West. Enfin, c'est le Far West où il fait froid. Oui, mais bah, c'est Red Dead Redemption 2, où il fait un peu plus froid, quoi. Donc ouais, il va investir $80 000. Son idée, c'est de devenir riche en étant rancher, quoi. Bon, Oui, c'est ça, c'est un cow-boy plutôt pas très prolétaire. Non, dans Lucky Luke, c'est le cow-boy qui a un beau costume, quoi. Et tout. Oui. Bon, ceci dit, il va quand même apprendre le métier de cow-boy, hein, un petit peu. Il semblerait que les cow-boys du coin le respectent un peu, en disant, bon, pour un type de l'Est, ça va, tu sais monter à cheval, mais laisse-nous faire le travail quand même, hein, parce que sinon, ça va pas le faire. Piétant, ouais, un petit peu. Donc, en fait, il fait surtout de la chasse au bison, hein, il s'amuse bien. Mais il s'endurcit, quoi. Bon, sauf que à l'hiver 1886, l'hiver est un peu rigoureux, tout son troupeau meurt, donc il perd son investissement. Et puis, il commence à en avoir un petit peu marre, je suppose, donc il rentre à New York. Voilà, ça suffit. Dit, finalement, l'hiver du Dakota, c'est mieux dans un manoir à New York. Voilà. Ça commence à être un petit peu chiant, tout ça. Il se présente à la mairie de New York, il va perdre, c'est plus ou moins la première fois qu'il va... Et une des seules fois où il va perdre une élection, il va en perdre 2 dans sa vie. Mais du coup, il va se remarier avec Edith Caro, qui était sa voisine, qui était dans le manoir à côté du manoir de ses parents. Donc Edith Caro aussi, quelqu'un du prolétariat, quoi, tu vois, qui a souffert dans sa jeunesse. Il n'a pas envie de rester sur le carreau. Ouais, voilà. Exactement. Et grâce à son ami républicain Henry Cabot Lodge, avec qui il a fait la campagne en 1884 et la campagne à la mairie, il va se faire nommer par le président Harrison, qui est donc le président républicain, qui s'est fait élire il n'y a pas très longtemps, à la commission sur les fonctionnaires fédéraux. Normalement, la commission sur les fonctionnaires fédéraux, c'est un peu une sinécure. C'est un peu le truc qu'on donne en remerciement des trucs. Tiens, vas-y, t'as un poste comme ça. Oui, comme les ambassadeurs. Ouais, même pire, quoi. Enfin, tu vois, le principe de cette commission, c'est de vérifier que les fonctionnaires fédéraux soient pas corrompus et fassent bien leur boulot. Bah, c'est un peu ce qui l'avait motivé quand il était au congrès de New York. C'est vrai. Et du coup, parce que de toute façon, lui, une sinécure, c'est pas ce que ça veut dire, il va vraiment le faire, le boulot. Et il va se battre contre le népotisme, notamment, parce qu'il y a énormément de népotisme. Et là, on va lui dire, t'as pas compris. T'as pas compris. C'est ça, c'est que ça va un petit peu faire grincer des dents, mais maintenant qu'il est nommé, on peut pas vraiment le virer comme ça. Et bon, il fait quand même un petit peu de ménage dans le truc. Ce qui est un petit peu paradoxal avec cette histoire de népotisme, là, c'est que Cabot Lodge, bon, déjà, il vient d'une famille qui... Oui. On peut dire que en s'appelant Roosevelt, c'est plus facile de se faire nommer à ce genre de truc. Et puis Cabot Lodge, c'est un mec qui a aussi fait Harvard, qui faisait partie de la même fraternité, qui est la plus vieille fraternité d'Harvard, et qui faisait partie du même Final Club. Donc c'est plus ou moins le club, un peu comme Skull and Bones. D'accord. En l'occurrence, cette fraternité s'appelle le Porcelain Club. D'accord. C'est le plus vieux club de Harvard. On appelle ça le port. Enfin, ils appellent ça le port. Les mecs portent des têtes de cochon un petit peu partout et tout machin. Donc en fait, Cabot Lodge et Roosevelt, ils se connaissent depuis longtemps parce qu'ils font partie du même cercle, la même société secrète presque. Alors, c'est pas vraiment une société secrète. C'est des potes, quoi. Mais ouais, c'est des potes. Et s'ils cèdent, c'est parce qu'ils font partie de ce même truc-là. Il est aussi franc-maçon, Roosevelt, à l'époque. Donc en fait, il se bat contre le népotisme, mais lui-même a été nommé un peu par népotisme. Sauf que lui fait bien son boulot, là où les autres... oui, donc il n'a pas forcément l'impression d'avoir été nommé par népotisme. Et puis, les règles ne s'appliquent pas à Theodore Roosevelt. C'est vrai. Il fait un petit peu ce qu'il veut, quoi. Bon, il va y rester 10 ans à la commission. C'est le plus long truc qu'il fera... le plus long poste qu'il va garder. Ça a l'air un peu chiant, quand même. Oui, alors pendant 10 ans, il va quand même publier 14 livres et faire 4 enfants. D'accord. Bon, oui, il ne fait pas que ça. Non, il ne fait pas que ça. Alors 14 livres, surtout d'histoire sur l'Ouest. D'accord. Des trucs comme ça. 14 livres en 10 ans, quoi. C'est beaucoup, oui. C'est pas mal. Enfin, ça dépend quel échelon tu prends. Hein. Si tu prends Didier Raoult... Oui, c'est vrai, c'est pas ce que...
Mais non, en plus, c'est des livres qui sont... alors, qui sont pas tous des succès d'édition, hein, mais c'est pas des livres de politiciens qui se vendent à 35 exemplaires, quoi. D'accord. Bref, en 1895, il devient président du conseil d'administration de la police de New York. On le nomme à ce truc-là, parce que on lui a proposé de devenir maire, il a dit non, j'ai pas envie, mais si vous voulez, je vous aide pour la campagne. Il a aidé pour la campagne, bon bah on lui a donné ça comme un peu pareil, sinécure quoi. Oui, mais sauf poste en remerciement, sauf que lui... Ben non, pas sinécure. Donc il va se battre contre la corruption au sein de la police de New York. C'est lui qui va mettre en place des tests physiques et psychologiques pour devenir flic, parce qu'avant, il suffisait de le vouloir, plus ou moins, et d'être blanc et irlandais. C'est toujours les mêmes qui sont en... Alors non, c'est pas toujours les mêmes, mais c'est lui le premier qui a dit non mais attendez, on peut pas accepter tout le monde dans la police, c'est pas possible, parce que si on prend des dégénérés, ça parce va que moi faire, j'ai lu qu'il y avait certains endroits aux États-Unis où pour rentrer dans la police, il y avait des restrictions de QI. Ah bah justement. Alors bah à l'époque, je sais pas s'il y a déjà du QI en 1895. Mais en fait, au-dessus d'un certain QI, ils te prennent pas. Ah ouais, au-dessus. Au-dessus, oui. Oui, parce que alors, c'est très pragmatique, en fait. C'est parce qu'ils se sont rendus compte que les gens qui avaient un QI plutôt au-dessus de cette barre-là, bah, ils restaient très peu de temps, flics. Et que donc, c'était pas efficace de les former pour qu'ils se barrent à la fin de leur formation. Certes. C'est pas faux, ça fait faire des économies à l'État. Exactement, on est efficace, on met les bonnes personnes au bon endroit. C'est vrai, c'est du bon management, finalement. Pour pousser le vice même, il va au petit matin. Parce que donc Roosevelt, on peut penser qu'il a pas... S'il veut une voiture, il a une voiture, quoi. Oui. Lui, il va à pied jusqu'au commissariat pour vérifier que les mecs à qui il a donné des rondes fassent bien leurs rondes. Sachant que c'est même pas lui qui a donné des rondes parce qu'il n'est pas capitaine de police, il est président du conseil d'administration, il n'est pas en uniforme. Il n'est pas censé faire ça. Encore une fois, il n'est pas censé. Ouais, il est censé rien faire, quoi, plus ou moins. Il va faire chier tellement de monde avec cette histoire que le boss du parti républicain de New York de l'époque, un certain Thomas Platt, va s'arranger pour dissoudre le conseil d'administration de la police de New York pour qu'il soit plus là, pour qu'on le vire Roosevelt, parce que ça fait chier là. Oui, là, c'est fini maintenant. Ouais, si la police, elle fait trop bien son travail, à un moment donné, ça nuit aux affaires. Hein, oui, aussi. Même si Thomas Platt, c'est pas censé être un boss mafieux, hein, mais... Mais bon, c'est New York. Voilà. C'est quand même c'est un businessman, quoi. Bon, c'est pas grave. 1896, il se trouve que c'est une année d'élection. Lui, ça lui plaît, les élections, Roosevelt, donc il va aider le candidat, en l'occurrence William McKinley. D'accord. Ah non, Platt, il va dire aux autres républicains, mais prenez-le, lui, vous allez voir. McKinley, c'est un nom qui me dit quelque chose. Bah, parce qu'il va devenir président, McKinley. Et puis, on va en reparler un peu après, mais... La montagne, non, c'est... La montagne. Le mont le plus haut des États-Unis s'appelle le mont McKinley. Ah, peut-être. Je sais, peut-être. C'est possible. Il va mal finir, donc c'est peut-être pour ça qu'on lui a donné Peut-être qu'on lui a donné une montagne pour ça. Voilà. À vérifier, vous qui nous écoutez. Voilà. Donc toujours est-il, il aide à faire élire William McKinley et son pote Henry Lodge, qui est entre-temps devenu sénateur, hein, et qui va le rester pendant 35 ans. Oui. Tranquille. Une petite rente. Ouais. Bah, son pote Henry Lodge, il a fait un peu pression sur McKinley en lui disant, dis donc, Théodore, là, il s'y connaît vachement en bateau. Nomme-le sous-secrétaire de la marine. Bon, McKinley dit, ok, si ça vous fait plaisir. Sachant que le secrétaire à la marine, c'est un vieux pote de McKinley, un type qui a 60 piges, qui est un peu trop vieux pour faire le boulot. Ce qui fait que c'est un peu Theodore Roosevelt qui fait tout. Oui, et puis il faut pas lui donner un petit bout d'os à ronger parce que... De toute façon, il va trop faire. Donc, il est sous-secrétaire à la marine, et grâce à sa passion pour l'histoire, et notamment à la guerre de 1812, il se dit, mais attendez, nos bateaux sont pourris, faut qu'on construise des nouveaux bateaux. Donc, il fait construire des nouveaux bateaux de guerre. Bon, bah, personne dit non à Roosevelt, et puis c'est pas faux, donc c'est vrai que nos bateaux, ils sont pourris, donc bon, bah ok, on construit des cuirassés, super. Et il faut trouver une occasion de les utiliser, ces cuirassés. C'est un peu comme dans Civilisation, tu vois, t'as une nouvelle unité, tu te dis, bon, ça fait quoi quand je tire? Bah ça tombe bien, parce qu'en 1818, donc 2 ans plus tard, les USA vont rentrer en guerre avec l'Espagne à Cuba. À Cuba. Tu nous avais déjà parlé de la guerre de Cuba. Un petit peu, ouais. J'avais dit notamment qu'elle avait été provoquée par William Randolph Hearst, qui est un magnat de la presse. Oui. Ce qui est assez vrai dans l'opinion publique. C'est-à-dire que, en gros, Randolph Hearst, là, c'est un des premiers à faire les journaux à sensation, quoi. Oui. Et bah, pour faire des journaux à sensation, il faut qu'il se passe des trucs. Bah, faut qu'il y ait des sensations, oui. Oui, voilà. Et une guerre, bah, c'est plein de trucs, donc c'est plein de journaux.
Donc, il se trouve que en 1895, les Cubains se sont révoltés contre les Espagnols, que l'Espagne, a fait ce qu'une puissance coloniale fait quand une de ses colonies se révolte. Elle a fait des camps de concentration. oui. Et que donc Randolph Hearst a passé, ça fait 3 ans, qu'il balance des articles sur les atrocités qui se passent à Cuba, ce qui fait que l'opinion publique est là à dire mais c'est dégueulasse, on peut pas laisser faire ça, voyons. Il faut qu'on apporte la liberté et la démocratie à ce peuple. Un petit peu, enfin c'est vraiment, c'est à nos portes, c'est dégueulasse, on peut pas laisser faire ça, ces enfoirés d'Espagnols, en plus ils ont encore un roi, enfin bon, c'est pas possible quoi. Pas tout à fait vrai, hein, tout ce que raconte Randolph Hearst. C'est des journaux à sensation. Voilà. Il faut des sensations. c'est un peu putaclic, on dirait maintenant. Bon, les milieux d'affaires américains, eux, ils ont pas vraiment envie de faire la guerre parce que on importe pour des centaines de millions de dollars de sucre de Cuba tous les ans, donc non. Oui, mais à l'époque, le sucre, c'est pas le pétrole. Bah si, à l'époque, c'est une denrée de luxe. Mais du coup, tu peux pas te dire, bon, si on contrôle Cuba, l'importation de sucre... Bah pas tant que ça, parce que l'Espagne n'a pas aboli l'esclavage, donc c'est du sucre qui coûte pas très cher, quoi, tu vois. Oui, effectivement. Alors que les Américains venant, depuis 30 ans, ils ont aboli l'esclavage, bon, c'est plus tout à fait pareil, quoi. Donc, on a l'opinion publique qui pousse pour la guerre, les milieux financiers qui poussent pas trop, et puis Roosevelt et ses potes un peu faucons, genre faut qu'on utilise nos nouveaux bateaux, et les généraux de l'armée, parce qu'en fait là, on est à la fin du 19e siècle, les guerres indiennes sont finies, l'Ouest a été conquis, mais en fait l'armée ne savent plus quoi faire. Oui. Et pareil, comme dans Civilisation, tu vois, t'as des armées pour conquérir un bout, puis après, tu en fais quoi de tes armées? Tu peux pas les laisser prendre la poussière? Ah non. Donc il faut les utiliser. C'est ça. Et puis sinon, les généraux, ils perdent du crédit. Voilà, ils savent plus générer. Donc il faut les utiliser. Bon, ça tombe bien. Le 15 février 1898, le cuirassé américain USS Maine, donc un des nouveaux joujoux de Théodore, explose dans le port de la Havane. En gros, on l'avait envoyé pour faire un peu pression sur les Espagnols, pour que leur dire, allez, c'est bon, lâchez du lest aux Cubains. Le truc explose. Pas terrible ces nouveaux cuirassés. Pas terrible ces nouveaux cuirassés. En fait, on pense que c'est une erreur de conception. Il y avait, le stock de poudre était juste à côté des chaudières. Et voilà. Ça a pété. William Randolph Hearst, non, lui il crie au sabotage, ces enfoirés d'Espagnols nous ont buté On a vu un matelot avec des castagnettes qui s'infiltrait dans la salle des machines. C'est ça, on a entendu olé olé toute la nuit, ça peut être que... On a retrouvé de la paella. On a retrouvé de la paella partout, enfin bon. Donc, l'opinion publique crie à la guerre, Roosevelt en profite. Ok, si vous voulez la guerre, moi, du coup, il envoie le reste de la flotte avant qu'on lui donne l'ordre, mais bon, voilà. Et puis McKinley, le président, il dit, ok, d'accord, allez, on va faire la guerre. Donc le 24 avril 1898, la guerre a déclaré. Il se trouve qu'il y a quand même 200 000 soldats espagnols dans les Caraïbes. Et que l'armée américaine, à l'époque, ils ont 28 000 hommes. Donc les Américains sont chauds, mais là, ils se disent quand même que ça risque de poser un peu problème, donc ils peuvent pas vraiment faire de conscription. Ils vont créer des régiments de volontaires. Et Roosevelt, 2 semaines après le début de la guerre, donc le 7 mai, il va démissionner et prendre le commandement d'un de ces régiments. Au moins, lui, il reste pas planqué. Non, il va jusqu'au bout de son truc. Donc il va devenir lieutenant-colonel du 1er régiment de volontaires de la cavalerie de l'armée américaine, ce qu'on va appeler les Rough Riders. Rough Riders parce que en fait elle est composée de types qui viennent majoritairement du Far West, donc des anciens cow-boys, des anciens mineurs, des anciens chasseurs de primes, tout ce que tu t'imagines des mecs venant du Far West, et des types qui viennent des universités de l'Ivy League comme Roosevelt, qui font du polo ou des machins comme ça, donc ils savent monter à cheval, et qui se disent super, on va aller à l'aventure, ça va être trop bien. Début juin, t'as environ 1000 hommes de ces Rough Riders là, qui va embarquer pour Cuba. Et ils sont habillés en cow-boy. C'est-à-dire qu'ils ont un uniforme quand même que Roosevelt a payé, mais c'est un uniforme de cow-boy. Et lui, il est là, sur son cheval et tout, machin. Bon, sauf que comme c'est un peu précipité, cette histoire, ils ont oublié d'embarquer les chevaux. Donc ça va être de la cavalerie à pied, quoi. Ils arrivent à Cuba fin juin. J'ai plus la date précise, pas très grave. Ils vont participer à 3 batailles. Vite fait, La bataille la plus connue, c'est celle de Kettle Hill.
où Roosevelt va un peu se couvrir de gloire parce que c'est le dernier officier qui est là, ses hommes savent pas trop quoi faire, le régiment de vrais soldats à côté savent pas trop quoi faire, et du haut de son cheval, c'est le seul qui a un cheval, il va pousser à ce que tout le monde gravisse la montagne pour prendre le haut de la colline, enfin de Kettle Hill, aux Espagnols. Quand il va rentrer, on va faire des dessins de lui, courant à travers les balles, sur le dos de son cheval, etc. Bon, en vrai, sur la colline de l'autre côté, là où il y a les Américains, t'as des Gatling guns qui vont tirer 10 000 cartouches pendant que les autres s'y montent sur la colline. Donc les Espagnols se font défoncer par les Gatling, parce que Gatling, quand ça tire, voilà. Ça fait mal. Ça fait mal, puis en plus c'est du gros calibre. Donc oui, ils vont monter à l'assaut d'un truc, mais sans vraiment prendre de risques, quoi. D'ailleurs, je crois qu'il y aura que 8 morts surtout sur cet assaut. Grâce à lui. Grâce à Roosevelt, oui, sûrement. Alors après, Roosevelt lui-même va dire, non, mais c'est surtout grâce au Gatling, hein. Mais bon, si vous voulez me donner une médaille, je veux bien quand même, hein. Bon, il va pas l'avoir, la médaille. Il va pas l'avoir parce que ça fait chier les républicains de lui filer une médaille. Parce que du coup, quand il rentre, en août, hein, ça aura duré 1 mois, cette histoire. En fait, ça dure 1 mois parce que le 13 juillet, ils prennent Santiago de Cuba. Enfin, il y a un siège autour de Santiago de Cuba de l'armée américaine. La marine espagnole est dans le port de Santiago, va pour sortir, tombe sur les nouveaux bateaux de Roosevelt, qui les coulent tous, sans perdre un seul homme. Enfin, ils vont perdre un mec qui fait une crise cardiaque, mais sinon... Donc là, Roosevelt, il dit, ouais, putain, marche vachement bien mes nouveaux bateaux. Super. Les Espagnols font, ouais, bon, bah, ok, très bien, on vous laisse Cuba si vous voulez. Puis, vous voulez les Philippines? Ok, très bien, prenez les Philippines. Vous voulez Porto Rico? Bon, bah, prenez Porto Rico. C'est bon, on arrête maintenant. Hein. Bah non, c'est fini. Hein. On va pas vous filer Séville aussi. faut s'arrêter un petit peu à un moment donné. Et donc, il rentre en août. Donc finalement, c'est quand même grâce à lui, cette victoire. Et oui. Bon, ça, la guerre aussi, mais... Ouais, c'est pas lui qui a provoqué la guerre. Mais oui, non, mais il y est pas pour rien. Mais quand il rentre, si tu veux, il est là, il rentre avec son uniforme, il veut que tout le monde l'appelle colonel. Il est là en mode, moi, j'ai vu la guerre, quoi. Ouais. Oui, certes, il s'est fait tirer dessus, hein. Y a pas à dire. Mais bon, il y a eu plus de morts à cause de la fièvre jaune qu'à cause des combats, hein, pendant cette guerre. Les détracteurs de Roosevelt vont dire, oui, bon, bah, il s'est amusé à faire la guerre pendant 1 semaine, quoi. Ok, oui. Cool. Mais il y allait, hein. C'est mieux que ceux qui n'y vont pas parce que, c'est quoi, là Trump, c'est parce qu'il y a des problèmes d'articulation, non? Non, il a des problèmes d'os. Oui, c'est ça. Au pied. Voilà. Enfin, je sais pas comment on traduit bone spurs en... C'est de la moelle osseuse, non? En français. Non, le spurs, en fait, c'est les trucs des cow-boys pour aiguillonner les chevaux. Ah, les éperons. Les éperons, voilà. Et donc, il aurait des excroissances au niveau des pieds. Bon. C'est un mutant. On en reparlera un peu après des mutants. Bref, il rentre couvert de gloire, hein, quand même, parce que bon, bah, victoire, super, les bateaux, ça a marché, j'ai mené l'armée à moi tout seul. Et dans la foulée, il se fait élire gouverneur de New York. Thomas Platt, là, le type dont on a parlé, il est pas hyper content. Mais... c'est la vie de la loi de la politique, hein. Ouais, les gens qui t'aident, à un moment, ils vont essayer de te passer dessus. Ah, puis de toute façon, là, il est tellement populaire, Roosevelt, qu'il marche sur l'eau, quoi. Tu vois, il fait ce qu'il veut, quoi. Comme d'habitude, il va s'attaquer à la corruption, il va faire plein de trucs en même temps, il va s'attaquer aux grands trusts, il va augmenter leurs impôts notamment, ça va vraiment pas plaire aux républicains de l'État de New York et puis aux républicains de manière générale, hein, parce que bon, New York à l'époque, c'est pas la capitale, mais c'est la capitale économique du pays. Et grâce à la guerre, il a une envergure nationale. C'est plus seulement à New York qu'il est connu, Roosevelt. Il se trouve qu'en 1900, il y a des élections présidentielles, que le vice-président, en fait, McKinley concourt pour sa réélection. Oui. Son vice-président meurt en 1899. Bon, bah, il est malade, il meurt. Et donc, les républicains vont voir Roosevelt en lui disant, dis donc, tu veux pas être vice-président? Ça, je pense bien, ça, vice-président. Quand on connaît la Constitution américaine, non, parce que ça n'a aucun pouvoir, le vice-président. Bah, ça a le pouvoir d'attendre que le président se fasse virer, quoi. Ouais. Et c'est aussi un bon tremplin pour se présenter derrière. C'est vrai. Mais bon, Roosevelt, il hésite un petit peu. Son pote Cabot Lodge lui dit, vas-y, tu verras, ça te donnera une envergure et tout, machin. Il a déjà fait 2 trucs, McKinley, il est un peu vieux, bon. Ok, il est élu, McKinley se fait réélire, Roosevelt est vice-présidence, les républicains sont hyper contents, donc Thomas Platt à New York et Mark Hanna, qui est le chef du parti républicain national, ils sont là genre super, on est débarrassé de Roosevelt pendant 4 ans à pas nous faire chier. Il va rester à inaugurer les chrysanthèmes. Voilà. Effectivement, pendant 6 mois, il fait pas grand-chose. C'est à partir de ce moment-là qu'il va commencer à parler de gros bâton. Parce que la théorie du gros bâton, hein, parler doucement en portant un gros bâton et vous irez loin. Oui. Il est encore vice-président à ce moment-là. Et le 6 septembre 1901, McKinley
donc le président, est à une exposition à Milwaukee, je crois, quelque part aux États-Unis, et il se fait tirer dessus par un anarchiste. Encore un anarchiste. Encore un anarchiste. 8 jours plus tard, il meurt. Merde. Et merde, Roosevelt, il se retrouve président. C'est le plus jeune président des États-Unis, encore maintenant. Hein. Pas le plus jeune président élu, ça c'est Kennedy, mais c'est le plus jeune président élu. Et président, parce qu'il a 43 ans. Bon, puis là, tout feu, tout flamme. Hein. Bah, maintenant qu'il est président, il a du pouvoir et tout. Vas-y, y a là, on change tout, quoi. Il va rester président 7 ans, parce qu'il va se faire réélire en 1904, largement. Hein. Parce qu'en fait, c'est un super politicien. Pendant 7 ans, il va signer 1081 executive orders, donc un petit peu l'équivalent des ordonnances en France. Oui. Sachant que ses 25 prédécesseurs, tous ensemble, n'en ont signé que 1262 hein, avant lui. Donc il double le nombre d'executive orders. Soit il travaille beaucoup, soit il gouverne différemment. Il gouverne un peu différemment, les deux. Les deux, en fait. Parce que donc ces executive orders, il va s'en servir pour changer les règles du football, pour changer les règles d'admission à l'école navale, parce que ça le travaille toujours un petit peu cette histoire, pour changer le design des pièces de monnaie, pour changer l'orthographe de 300 mots. Bon, ça va pas passer. Ah. Mais il va essayer, quand même. Pour préempter 1 600 000 km² de terre pour en faire des parcs nationaux. C'est le premier à faire des parcs nationaux. Il va d'ailleurs créer le service des forêts, enfin le service fédéral des forêts, pour s'occuper de ces parcs nationaux. Il va avoir un zoo privé aussi à lui. Il aime bien les animaux. Il aime bien les animaux. Dans son zoo, il y aura un ours et une hyène. C'est lui qui va créer la FDA. dont on reparlera. Non, c'est pas le même. C'est pas le même. Il va créer la FDA, la Food and Drug Administration, qui existe toujours. Parce que un de ses grands trucs, c'est de protéger les consommateurs. Il va lancer 44 procès contre les grands trusts en utilisant la loi antitrust qui date de 1890. Ses prédécesseurs en avaient fait que 18. Hein. Lui, il va en faire 44. Il va s'attaquer notamment à la Standard Oil de Rockefeller. Il va la démembrer. Il va s'attaquer à la Northern Securities Company, qui est une compagnie de chemin de fer de JP Morgan. C'est les deux hommes les plus riches du monde. Hein. Oui. Et lui, vas-y, pas de problème. Rien à foutre. Rien Combien à foutre. de divisions? Rien à foutre, on y va. En gros, en politique intérieure, son programme, c'est ce qu'il appelle le Square Deal, c'est-à-dire conservation des ressources naturelles, contrôle des corporations et protection des consommateurs. Ce qu'il va effectivement faire. Pour le coup... Plutôt progressiste. Ouais, mais en fait, c'est ça, c'est qu'il est hyper progressiste. Dans son deuxième mandat, il va même plus loin. Il va accorder aux mineurs la journée de 8 heures, ce qui était une revendication anarchiste d'ailleurs. Bah, il faut bien qu'il les remercie un peu. Oui, finalement, c'est grâce à lui qu'il est... Non, mais ça aurait pu aller dans l'autre sens, tu vois. Il aurait pu faire des lois scélérates et tout. Il ne le fait pas. Il va pousser, alors ça va pas tout à fait passer à cette époque-là, mais il va pousser pour un impôt fédéral sur les sociétés et sur le revenu et sur les successions. Parce qu'à l'époque, il y a des impôts locaux, mais pas fédéraux. Oui. En politique étrangère, il va négocier la paix entre la Russie et le Japon en 1905. En fait, pour neutraliser les deux. Hein. Oui. Pour que les deux s'auto-neutralisent. Ça va lui permettre de gagner le prix Nobel de la paix. Au passage, comme ça. Il va soutenir l'indépendance du Panama face à la Colombie et au passage négocier la concession pour la construction et l'exploitation du canal de Panama. Oui. Parce que, bon, il est un peu accusé de corruption à cette époque-là pour ce truc-là. Il va dire que non. On peut penser qu'effectivement, déjà, il n'en a pas besoin parce qu'il est déjà riche. Et vu comment il s'est battu contre la corruption, pourquoi est-ce qu'il se ferait chier à faire ça? Et puis surtout, vu comment ça rapporte aux États-Unis après, les gens qui l'accusent, au bout d'un moment, font ouais, bon, non, mais. on va pas le rendre. Ouais, c'est pas comme si on allait le rendre non plus. C'est pas mal ce que t'as fait, Teddy. Donc voilà. Il va aussi formuler le corollaire de Roosevelt à la doctrine Monroe. La doctrine Monroe, c'est donc du président Monroe, édictée en 1823. En gros, c'est l'Amérique aux Américains. Les Européens, cassez-vous, laissez-nous, entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, on gère notre continent. Le corollaire Roosevelt, c'est bon, les Européens, même ailleurs, cassez-vous en fait. Si vous nuisez aux intérêts de l'Amérique, bah nous, gros bâton. Hein, c'est attention. Ça. Puis vous avez vu comment les Espagnols, ils se sont pris plein la tronche hein, du gros bâton. En fait, en pratique, pendant 7 ans de mandat, il va pas faire de guerre. C'est 7 ans où les États-Unis seront en paix. Ce qui est rare. Ce qui est assez rare, ouais. À part une petite révolte aux Philippines, parce que bon, les Philippines, du coup, c'est devenu une colonie américaine, mais c'est pas vraiment une guerre. Ça restera longtemps d'ailleurs. Ouais, jusque dans les années 50. Enfin, jusqu'après la Première Guerre mondiale. Deuxième, oui, pardon. Donc il va pas faire de guerre, par contre, il va bien montrer son gros bâton. Hein. Il va notamment envoyer la flotte blanche, c'est-à-dire toute la flotte de guerre, faire le tour du monde. Et alors, pour que ça soit joli, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils arrivent dans un port, c'est la fête et tout machin. Mais bon, c'est la fête, regardez la taille de mon cuirassé, quoi. Oui, c'est ça. Finalement, c'est de la dissuasion. Ouais, c'est ça, c'est un peu la dissuasion. Et ça marche, hein, il fait pas de guerre, pour le coup. Bon, il n'en empêche pas non plus, hein, mais il fait pas de guerre.
C'est aussi lui, comme ça, qui a créé la salle de presse à la Maison-Blanche. Parce que depuis qu'il est gouverneur de New York, en fait, il entretient une relation hyper privilégiée avec les journalistes. Il fait des conférences de presse tout le temps. Notamment pour pas que les autres républicains lui chient dans les bottes. Parce que, on l'aura compris, c'est pas un républicain tout à fait normal. Enfin, c'est pas un mec normal, de manière générale, Roosevelt. Mais les autres républicains, ils sont un peu ok, mais tu veux pas arrêter d'attaquer les gros trusts, là, quand même, parce que c'est eux qui financent notre campagne, hein, déjà, à l'époque. Puis il y en a qui sont dans le parti, donc arrête. Et donc, ça passe pas très bien. Ouais, ça passe pas très bien, mais en fait, il se met la population dans la poche grâce aux journaux, et notamment à la salle de presse de la Maison-Blanche. Bref, en 1908, fin de son mandat, il l'avait promis en 1904, il se représente pas. Il nomme Taft comme successeur, William Howard Taft, on en avait déjà parlé aussi à l'époque. C'est l'obèse ? Ouais. Anxiété maladive, qui compense en mangeant, obèse, apnée du sommeil, pas top. Alors c'était le secrétaire de la guerre de Roosevelt, et c'est Roosevelt qui l'a nommé comme successeur. Mais ça se passe pas bien. Bon, alors, ceci dit, au début, pour le laisser gouverner, Roosevelt, il va partir faire un safari en Afrique. Parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas tué des animaux. Voilà, il va en tuer 11 400. Ah oui, quand même. Il va revenir avec 3000 trophées de chasse, dont 6 rhinocéros blancs, par exemple. Sympa aussi pour faire la poussière. Oui, mais tout ça. C'est pas lui qui l'a fait en même temps. Hein. Oui. Sachant que les rhinocéros blancs, c'était déjà menacé à l'époque. Hein, D'accord. Menacé par lui. Par lui, notamment. Bon, dans les 11 400, il y a des insectes aussi, hein, mais parce qu'il... Il compte tout. Ouais, mais il ramène tout, quoi. Oui. Pour le musée de zoologie, quoi. Parce qu'il part avec un naturaliste. Un naturaliste. Enfin, lui-même est naturaliste, mais... Bon, ça a duré 2 ans, son truc. Il va aussi faire un peu la tournée des popotes en Europe. Hein. Il va rencontrer tous les présidents du coin, mais... Et donc, quand il rentre, il est pas content parce que fait Taft. Du coup, en 1912, il veut se représenter. Il va voir les républicains en leur disant « Bon, donnez-moi la nomination, mais alors attention, hein, seulement si vous respectez mon programme. » Son programme, c'est droit du travail, régulation des trusts, interdiction des donations des entreprises aux campagnes électorales. Oui. Les républicains, ils font... Et en fait, tu veux pas retourner en Afrique ? Ouais. Bon, en gros, Platt et Hanna, là... Ah non, c'est plus Platt, c'est son successeur, mais enfin bon, les boss du parti républicain, ils manigancent en sous-main pour qu'il n'ait pas la nomination. Roosevelt dit, puisque c'est comme ça, je vous emmerde, je crée mon propre parti. Il crée le parti progressiste, et il se présente quand même. Pendant la campagne, en 1912, il va se faire tirer dessus. Bon. Wow. Juste avant, en fait, il va pour faire un meeting. Bon, et puis, il y a un type qui le suit, comme ça, sur le campaign trail, qui est un tenancier de saloon de New York. Bon. Mais en fait, surtout un type qui a prétendu plus tard avoir entendu le fantôme de McKinley lui dire « Il faut que tu me venges, il faut que tu tues Roosevelt. » Donc... Logique. Donc, le type tire sur Roosevelt. Il se trouve que la balle traverse son étui à lunettes en métal et son discours, qui fait 50 pages, qui est plié dans sa poche. Et elle va se loger dans son pectoral. Sauf que Roosevelt, il a vu la guerre, il est anatomiste, il se rend compte qu'il crache pas de sang, donc il dit « C'est bon, je peux aller faire mon discours. » Il fait son discours, 90 minutes, en commençant en disant mesdames et messieurs, je sais pas si vous en êtes rendu compte, mais je viens de me faire tirer dessus. Hein. C'est pas grave, il en faut plus pour m'abattre. Sa chemise se teinte de sang et tout. L'amour du pays, l'amour de mes compatriotes me tiendra debout. Voilà. Il fait son discours, au bout de 90 minutes, il arrête, il a fini son discours, il accepte de se faire soigner. Les médecins font une radio, font, vous avez raison, effectivement, ça n'a pas touché le poumon, donc on va la laisser, la balle, parce que ça serait trop dangereux de vous... En revanche, ça va sonner aux aéroports. Hein. Faites attention. Bon, il continue sa campagne comme ça, il va arriver deuxième. Derrière Woodrow Wilson, oui. Le président qui va fonder la Société des Nations. Oui. C'est la première fois qu'un candidat qui ne fait pas partie d'un des deux grands partis arrive en deuxième position. D'accord. Taft va faire 5% des voix. Pour un président sortant, c'est la deuxième fois, elle est la seule ou... En fait, avant, il y a un moment donné au début où il y a, pas que les républicains et les démocrates. Donc bref, il va perdre en partie, notamment parce que Wilson, en fait, ils ont presque le même programme. Wilson, c'est aussi un progressiste, quoi. Wilson est un tout petit peu plus à gauche que Roosevelt, mais à peine. Bon, du coup, un peu vexé, il part en expédition dans la jungle brésilienne. Ok. Pour remonter un des bras de l'Amazone, bref. 20 000 animaux morts plus tard. Non, alors en fait, dans la forêt, alors c'est un peu l'idée aussi, hein, quand même. Mais il se blesse à la jambe, il chope une fièvre tropicale.
Il va demander qu'on le laisse en arrière avec assez de morphine pour se suicider parce qu'il ralentit trop l'expédition et tout. Les mecs vont lui dire non mais ça va pas, non. Notre ancien président, on va pas vous laisser crever sur le bord de l'Amazon, non mais. Donc il le ramène aux États-Unis en 1914. Il va avoir du mal à se remettre hein, quand même. Il a perdu 20 kilos et tout, c'est assez délicat. Bon, il n'est pas très content de ce que fait Wilson. Il veut se présenter en 1916, mais il se sent pas assez bien, donc il va aider le candidat républicain. Notamment, il pousse pour que les États-Unis rentrent en guerre, parce que lui, il y a une guerre, il faut y aller. Oui, il va même vouloir rediriger un régiment de volontaires et tout, ouais. On va lui dire, mec, c'est les tranchées maintenant. Puis t'as 50 piges, quoi. Tu peux plus marcher et tout, genre, non, arrête. Et en 1919, il veut se représenter encore une fois pour les Républicains, avec un programme encore plus à gauche. Là, il promet une assurance maladie, une assurance chômage, il veut construire des HLM, la réduction du temps de travail, la régulation des trusts, enfin, genre, c'est un coco presque, quoi. Ah oui, c'est ça, c'est la collectivisation des terres. Presque. Mais donc pour les Républicains, hein. Plus pour les progressistes, son parti s'est cassé la gueule. En fait, quand il est parti au Brésil, Oui. Ouais. Sauf que à cette époque-là, alors, il voit plus de l'œil gauche. Parce que quand il était président, il a continué à faire de la boxe, il s'est pris un coup un peu trop fort, il s'est décollé la rétine, il voit plus de l'œil gauche. Oui, parce que j'ai lu qu'il faisait de la boxe dans la Maison Blanche. Oui, c'est ça. Qu'il invitait tout le monde à... Celui qui veut se battre, bah viens. Voilà, c'est ça. Et bah, pendant un de ses combats, il a perdu la vision de l'œil gauche. Il le dira plus tard, heureusement que c'était pas de l'œil droit, parce que sinon j'aurais plus pu tirer. Et que même il faisait ça même contre des boxeurs professionnels. Oui. Oui. Non mais c'est un ouf. Hein. Pendant qu'il est président, il va courir le matin le long de la rivière Potomac là, et après il se fout à poil et il se jette dedans, même en hiver. Ça ravigore. Ça ravigore, voilà. Il peut plus marcher à cause de sa blessure à la jambe au Brésil et à cause d'une autre blessure qu'il a eue à Cuba quand il était jeune. La balle qu'il a dans la poitrine, ça arrête pas de s'infecter et tout, donc il a des problèmes respiratoires. Il a la malaria, hein, il a chopé la malaria au Brésil. Bref, en 1919, le 5 janvier, pendant son sommeil, il meurt d'une insuffisance respiratoire. Le vice-président de Wilson dira « La mort a dû prendre Roosevelt pendant son sommeil parce que s'il avait été réveillé, il l'aurait dérouillé. » C'est un peu Chuck Norris en fait. C'est ça. Bon ouais, donc comme tu disais, il y a quand même une énorme différence entre la politique de Roosevelt, enfin du Parti républicain de l'époque, et la politique du Parti républicain de maintenant. Bon, il s'est passé plein de trucs hein, depuis, il a eu le temps de changer pour diverses raisons. Mais je pense que, moi j'ai eu l'impression que ça illustrait un concept dont on parle pas mal en ce moment, la fenêtre d'Overton. Oui. Pour ceux qui ne savent pas, la fenêtre d'Overton, c'est la fenêtre de ce qui est acceptable de dire en politique. D'un point de vue des idées, des propositions politiques, etc. De nos jours, elle est quand même pas mal à droite. Hein, où c'est acceptable de dire qu'on va afficher tout le monde, qu'on... Ben, en fait, moi j'ai l'impression qu'elle est assez large, surtout. Elle est assez... Oui, peut-être. Parce que c'est dans le même temps acceptable de dire qu'on va afficher tout le monde, qu'on va plus avoir le droit de mettre des vidéos de policiers et tout ça, que d'un autre côté, on parle de revenu universel, qui est dans la fenêtre d'Overton, même si c'est pas réalisé. Dans l'échelle d'Overton, en fait, il y a ce qui est acceptable, ce qui est encore un peu... alors, je me souviens plus des termes qu'il utilise, mais... encore un petit peu discutable vu comme extrême, et puis ce qui est complètement extrême. Enfin, il y a 3 ou 4 échelons comme ça. Je trouve que le revenu universel est encore, par les commentateurs politiques, les responsables politiques, présenté comme, oui c'est ça, vous rêvez les gars, quoi. Oui, sauf que ça a été, pour le coup, porté porté par un candidat, c'est vrai. Par un candidat qui était censé, à l'époque, être un candidat majeur. C'est vrai. À la présidentielle, qui a été portée aux primaires américaines, c'est vrai. C'est vrai que ça s'ouvre un peu mal. En fait, j'ai l'impression que aujourd'hui, du fait d'avoir un président censément centriste, ou en tout cas de centre-droit, qu'on a du coup une fenêtre d'Overton qui s'élargit parce que les oppositions sont à la fois à droite et à gauche. Ouais, c'est possible. En tout cas, à l'époque, même le parti de droite fait des trucs vachement à gauche. Là, tout ce que j'ai dit, ça t'a régulé les trusts. À l'époque, c'est les partis de droite, les Républicains ? Oui, c'est quand même le parti de droite. C'est-à-dire que les démocrates sont limite du socialisme. D'accord. Il y a une différence, c'est plus sur le sociétal. C'est-à-dire que les démocrates sont vachement bien implantés dans le Sud. Oui. C'est au moment de Wilson qu'ils vont commencer à parler de droits civiques pour les Noirs, ce que Roosevelt, par exemple, ne veut pas entendre parler.
Pas qu'il est profondément raciste, mais il dit, il y a une citation, il dit bon l'homme noir est sur le continent américain, on peut pas le tuer, on peut pas le virer, donc ce qu'il y a de plus chrétien à faire, c'est de le considérer comme quelqu'un de normal. Ce qu'il va pas tout à fait faire. Il va aussi dire sur les... C'est toujours les 3/5. Les 3/5. Bah, en fait, il y a un problème pour les États du Sud, notamment qui, au moment de l'esclavage et qui s'est poursuivi un peu après, c'est que ils ont un souci, c'est qu'ils ont une population qui est majoritairement faite d'esclaves. Les esclaves sont les plus nombreux. Et donc, ça pose un problème parce que quand tu vas faire le recensement et quand tu vas faire la démocratie américaine, qui est-ce que tu considères ? Est-ce que tu considères les citoyens ou est-ce que tu considères la population ? Et en fait, il va y avoir une sorte de compromis qui va être poussé par les États du Sud, qui va dire, en fait, on compte les esclaves comme 3/5 d'un citoyen. Ouais. Parce que, pour eux, sinon, ça aurait été compliqué d'avoir un semblant de pouvoir. Et en fait, là aussi, c'est une concession qui leur a été faite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même les députés aux États-Unis, ils représentent la population locale. Même s'ils sont élus par les citoyens, leur poids démographique est déterminé par l'ensemble de la population, y compris les immigrés. Ouais, ceux qui n'ont pas le droit de voter. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces questions autour du recensement et de la question est-ce que vous avez la citoyenneté ? Est-ce que les immigrés illégaux sont quand même censés compter dans le recensement et dans le poids des États les uns par rapport aux autres ? Bon, lui, il va pas trop s'engager pour les droits civiques des Noirs. Pour les Indiens d'Amérique, par exemple, il va dire, j'irai pas jusqu'à dire qu'un bon Indien est un Indien mort, mais pour 9/10 d'entre eux, c'est le cas, et le dernier 10e, je m'en fous un peu. Oui. Il va quand même, pendant son mandat, c'est lui qui va nommer le premier ministre juif de l'administration américaine. C'est à mettre à son crédit, on va dire. Mais il va interdire l'immigration de la Chine et du Japon. C'est le péril jaune, quoi. À l'époque, ils ont peur des Chinois. Je sais pas pourquoi, mais encore maintenant, mais pas pour les mêmes raisons. En fait, les démocrates sont plus progressistes au sens du droit du travail. Oui. Alors, pas keynésien, on peut pas dire ça parce que Keynes n'a pas encore publié ses travaux, mais un des opposants de Roosevelt à la présidentielle, le candidat démocrate, il veut en gros utiliser l'inflation pour relancer l'économie et protéger les ouvriers. Mais ce même type-là va passer le reste de sa vie après à se battre contre la théorie de l'évolution. D'accord. Les chrétiens, en fait, sont plutôt du côté des démocrates. Oui, les religieux. Là où les républicains sont très dans le Nord, sont nationalistes, l'industrie, voilà. Lui, d'ailleurs, se décrit comme néo-nationaliste. Est-ce que c'est lui qui a eu un problème avec la Cour suprême et qui a... Il a eu beaucoup de problèmes avec la Cour suprême. Non, mais j'ai un souvenir d'un président qui a dit à la Cour suprême, globalement, vous avez pris cette décision, bah maintenant, faites-la appliquer. Non, ça, je crois que c'est Andrew Jackson. D'accord. Qui va à un moment donné va se battre contre la Cour suprême en disant puisque vous me faites chier, faites-le. Je confonds mes présidents un peu étranges. oui, franche pour d'autres raisons, Andrew Jackson. Non, Theodore Roosevelt, c'est quand même un type assez incroyable. Hein. Il a publié 18 bouquins dans sa vie, il a une mémoire photographique, il aurait lu 10 000 bouquins. J'ai lu quelque part qu'il pouvait lire une page quand quelqu'un de normal a le temps de lire une phrase ou un paragraphe. Enfin, il a eu 12 vies, quoi. On peut parler de Theodore Roosevelt sans parler des ours en peluche ? Oui, alors. Enfin, je pense que tout le monde connaît l'anecdote, mais bon. L'anecdote veut que pendant une partie de chasse, les mecs qui ont invité Theodore Roosevelt ont attaché un ours à un arbre pour que Roosevelt puisse tuer un ours. Quand Roosevelt voit ça, il dit non. Moi, je suis un vrai chasseur. Donc cet ours-là, je ne le tuerai pas. En pratique, il fait tuer par un autre mec de la partie de chasse. Et comme ça va sortir dans la presse, ce truc-là, il y a un fabricant d'ours en peluche qui va appeler son ours Théodore Teddy, en hommage à la clémence de Theodore Roosevelt. Et donc aux États-Unis, le Teddy Bear, c'est le nom de l'ours en peluche. Ouais. Lui a toujours détesté qu'on l'appelle Teddy, il voulait qu'on l'appelle colonel et tout. Mais bon, ça n'a pas marché. Bref, voilà. Mon empire scythe n'a pas pris Boston, mais mon empire romain ne fera qu'une bouchée de New York. Alors non, il n'y a pas les Américains, mais n'a fait qu'une bouchée de la France, de la Grèce, des Scythes. Et
des Arabes, je crois. Enfin, je sais plus. D'accord. J'ai conquéré tout un coup. Bah écoute, pendant que tu t'affrontais sur un plan civilisationnel, moi je me posais des grandes questions de biologie. En fait, si on va au cœur des grandes questions scientifiques sur la biologie, et notamment ce qui nous concerne la biologie humaine, il y en a une qui est à peu près centrale, c'est est-ce que les X-Men sont des humains ? Et c'est une question qui est au centre à la fois de nos préoccupations de tous les jours, mais aussi au centre des histoires qui sont développées dans les comics des X-Men. Il y a beaucoup de réflexions autour de l'humanité, de la non-humanité des mutants. Alors, juste rapidement, on dit que deux individus sont de la même espèce s'ils sont interféconds. Ouais. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des enfants. Alors, on rajoute des petits astérix. Petit astérix, il faut que ces enfants soient féconds. Oui, même, j'allais te dire le mulet. Voilà. L'exemple, l'âne et le cheval font des mulets, mais les mulets sont pas féconds. Sont stériles. Moi, j'allais parler plutôt de tigre et de lion. Et c'est l'autre exemple. Ah. Le ligre. Oui. Le ligre, en fait, on dit aussi qu'ils peuvent avoir des enfants féconds dans des conditions naturelles. Parce que le ligre peut avoir des enfants ? Le ligre, oui. Ah, Alors le ligre et pas le tilion. Oui, parce que ça dépend le tigron, ça s'appelle, oui. De qui est la femelle. Ça dépend de qui est la femelle, mais le ligre, en fait, est fécond. Mais c'est des espèces qui se rencontrent pas dans la nature. Déjà, est-ce qu'il y a des ligres dans la nature Bah non, puisque les territoires des lions et des tigres sont distincts. Ouais, c'est pas au même endroit. Mais le ligre donc est fécond avec les deux, hein, avec les deux espèces. Ouais. On vous parlera de lit-ligre ou de tiligre. La descendance d'un ligre et d'un lion, d'un ligre et d'un tigre. Et de deux ligres en même temps. Non, c'est pas. Je crois que c'est pas possible parce que je crois que seule la femelle est féconde. Ok. Bref, si on regarde l'histoire des comics, vraisemblablement ils sont de la même espèce. Pourquoi ? Bah parce que Wolverine, par exemple, il va avoir plusieurs enfants avec des humains. Ah, je croyais que c'était à chaque fois avec des mutants. Non, il a des enfants avec des humains. La sorcière rouge et Quicksilver, par exemple, sont les enfants de Magneto, Et avec une tzigane dans les camps de concentration. Là aussi, on se dit, a priori, c'est la même espèce. Bon, il se trouve qu'il y a des mutants qui vont avoir des enfants avec des aliens, mais là, on commence à compliquer un peu les choses. Bon. La chose semble être à peu près bouclée par le tome 16, volume 4 de Black Panther, où en fait, on nous dit qu'il y a une compatibilité reproductive entre les humains et les mutants. Et si c'est un scientifique du Wakanda qui le dit, c'est que ça doit être vrai. C'est que ça doit être vrai. A priori, ils sont quand même vachement en avance. C'est ça. Après, la question c'est, même s'ils sont dans la même espèce, ils se considèrent pas comme Homo sapiens, ce qui est l'espèce humaine. Là aussi, il y a une ambiguïté. Par exemple, Magneto, lui, va parler d'homo supérieur. Bon, lui, il a une approche qui est très racialiste, hein, Magneto, bon, qui a peut-être été marqué aussi par son enfance dans les camps. Peut-être. Ça a perturbé quelques personnes. Donc la question, en fait, semble être tranchée, mais pas tout à fait. Heureusement, il y a une autorité qui a tranché. C'est la justice américaine. C'est la justice américaine, puisque, en fait, aux États-Unis, on a une différence entre un jouet et une poupée. Notamment une différence assez simple, c'est que quand tu importes des jouets et des poupées, le jouet est taxé à 6,8% et la poupée est taxée à 12%. Et donc, en fait, entre les deux différents taux, finalement, il n'y a pas beaucoup d'autres raisons que des questions d'influence de lobby. Hein. Oui, c'est que le lobby de la poupée américain est sûrement plus puissant que le lobby du fabricant de jouets américain. Ouais, Mattel est une... Ou dans l'autre sens. Peut-être que les fabricants de jouets ont réussi à faire en sorte qu'ils puissent importer des jouets en payant une taxe moindre. Les vendeurs de jouets, du coup. Oui. Plus que les fabricants. Enfin bon, bref, toujours est-il, c'est une histoire de gros sous, quoi. Exactement. Et qu'est-ce que c'est qu'une poupée ? La poupée, c'est la représentation d'un être humain. Et donc, les avocats de Marvel se sont dit, mais attends, nous, aujourd'hui, les figurines qu'on fait, elles sont taxées comme des poupées. Donc à 12%. Ça serait quand même vachement mieux si elles étaient taxées à 6,8%. Ben ouais. Donc, on va avoir une bataille légale qui va se jouer, en fait, pour savoir si les jouets Marvel sont des jouets ou des poupées. Et donc, si, en fait, si elles représentent des êtres humains ou pas.
C'est une bataille qui va durer 10 ans aux États-Unis. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez lire des passages. Il y a des passages des sortes de dissertations des juges qui parlent notamment d'une figurine de Kingpin. Ouais. Kingpin, donc le parrain qui est un méchant de Spider-Man. Qui est un méchant de Spider-Man et de Daredevil, qui lui, a priori, a pas de pouvoir, mais qui a une apparence un peu grotesque. Ouais, effectivement. Qui est pas humaine. Et donc le juge disserte. Est-ce qu'il est... Oui, alors il a pas de pouvoir, mais en fait, si on regarde sa musculature, c'est un peu étrange de le considérer comme. Si on commence à parler de ce truc-là, Barbie, elle est pas possible. Bah écoute, peut-être que les fabricants de Barbie étaient bien contents d'avoir cette taxe à 12%. Ouais, c'est possible. Enfin, elle est pas possible. Et puis il lui manque des trucs parce qu'elle a rien entre les jambes. Enfin, surtout Ken, mais. Effectivement. Finalement, 2003, jugement, les héros Marvel sont plus, au sens ou différents, en tout cas, d'être des êtres humains. Donc c'est plus des humains. Donc c'est pas des humains. Donc ils peuvent être taxés à 6,8%. Même ceux qui n'ont pas de pouvoir. Même ceux qui n'ont pas de pouvoir. Ils parlent du chasseur, notamment. Et ils parlent de sa musculature qui est extraordinaire. C'est vrai qu'il n'y a pas de... alors, comment il s'appelle Fury. C'est un humain normal. Enfin, dans les comics, il y a une musculature un peu exagérée. Ouais, et je sais pas si en 2003, il y avait déjà si Nick Fury était au centre de beaucoup de produits dérivés. Peut-être qu'il était encore blanc. Parce qu'à la base, il est blanc quand même. Oui. Et puis il a des cheveux. C'est ça. Le problème, c'est que, donc maintenant on sait, la justice a tranché, les mutants sont pas humains. Le problème, c'est que ça va pas très bien avec toutes les histoires qui sont racontées par Marvel, où ils mettent en avant justement l'humanité. Ce qui fait qu'en fait, Marvel s'est fendu d'un communiqué de presse, à l'époque, pour dire nos héros sont humains, mais avec des capacités surhumaines. Ce qui en fait... Ouais, ok, bon. Voilà. En gros, grâce à la justice américaine, on sait maintenant où placer les X-Men et les mutants et les héros de Marvel, en général, dans la biologie humaine. C'est-à-dire qu'ils sont pas dans l'espèce. Exactement. Eh ben, pas mal. Moi, j'avais trouvé un truc où je me suis dit, ouah, super, ça a fait un super sujet. L'origine de l'expression hangover, en anglais, qui veut dire gueule de bois. Oui. Où j'ai lu, par hasard, que ça venait de l'Angleterre victorienne, où pour 1 ou 2 pennies, les marins pouvaient louer un bout de corde pour dormir pendu dessus. D'accord. En gros, imagine une corde accrochée au mur, tu vois, à hauteur de ceinture, quoi. Et puis, tu te plies dessus et puis tu dors comme ça, donc pendu, hang, over, au-dessus de la corde. On peut imaginer que pour dormir dans ces conditions, il vaut mieux avoir un peu picolé, quoi. Faut avoir sacrément envie de dormir. C'est ça. Puis il faut être salement pauvre. Je m'imaginais qu'il y aurait plein de trucs à dire sur la pauvreté de l'Angleterre victorienne. Alors oui, il y a plein de trucs à dire sur les conditions des marins et des pauvres de manière générale pendant l'Angleterre victorienne. Sur le chanvre. Sur le chanvre, les cordes et tout, machin. Et puis, donc je me suis dit, je vais faire un peu des recherches parce que ça suffit pas de lire quelque chose. À la confiture, on creuse, quoi, on pousse. Premier truc que je trouve, un type qui dit non, ça n'a rien à voir. Hangover, ça vient des trucs qui restent pendus, qu'on a laissés pendus et qui moisissent. Donc, mon anecdote de départ était fausse, donc ça m'a coupé l'herbe sous le pied. Merde. Et je ne vais pas plus loin que ça. Mais on a appris quand même que pour 2 pennies à l'époque, tu pouvais louer un bout de corde. C'est ça. Pour dormir sur un bout de corde. Bah, on a appris plein de trucs. On a appris plein de trucs. On a appris plein de trucs, on va continuer. D'ici à la prochaine fois, laissez-nous des messages, continuez à nous dire que vous nous trouvez géniaux, laissez-nous des avis, des étoiles, tout ce qu'il faut, écoutez plein d'autres podcasts, restez encore vigilants. Ouais, faites attention, lavez-vous les mains, n'embrassez pas tout le monde dans la rue. Et à la prochaine fois. C'est ça, à la prochaine fois.